Bonjour monsieur, dame, ici Éric Leray. Écoutez, je vous souhaite le bonjour parce que ça fait quelque temps que je n'étais pas apparu à la télévision, donc dans le visuel. Donc je suis très heureux de revenir vous voir. Donc je remercie André pour nous accueillir et puis j'espère que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui va vous plaire. Alors l'occasion, ça a été, on a travaillé longuement sur un plan numérique parce que comme vous le voyez bien, c'est un sujet qui concerne tout le monde et sur lequel on réfléchit tous, soit en tant que parti politique ou en tant que simplement individu, parce que tout le monde est touché. Et vous allez voir que là, avec mes deux invités, on va avoir des gens compétents qui vont pouvoir poser des bonnes questions. Je ne dis pas sûr qu'ils aient toutes les réponses. Mais en tout cas, donc là, le Parti conservateur du Québec a produit un plan numérique. D'autres partis l'ont fait. Et c'est l'occasion, alors je vais commencer par Michel, dû à son ancienneté, jeune ancienne. C'est-à-dire que vous connaissez Michel Blanc avec ses deux livres connus. Il a écrit d'autres, enfin, elle a écrit beaucoup plus de choses, mais vous connaissez les médias sociaux, le réseau mondial, les beaux-frères et des belles-sœurs, et puis les médias sociaux 201, comment écouter, jaser et interagir sur les médias sociaux, puisqu'elle vient du monde du commerce électronique, puisqu'elle était une des premières à faire cette maîtrise à HEC, et maintenant elle y enseigne. Alors, c'est l'occasion, suite à la sortie de ton dernier livre, Les Confessions d'une experte, Michel, que tu nous fais l'honneur de venir nous parler un peu de ce livre, mais aussi, alors peut-être la question pour introduire, c'est qu'est-ce qui t'a eu besoin de, disons, ça fait 20 ans, est-ce que c'était simplement l'anniversaire de tes 20 ans de recherche qui t'a permis de se dire, c'est peut-être le moment de faire le point ou... Oui, bien évidemment, c'est un jalon, hein, 20 ans, c'est quand même un certain temps qu'on peut juger. C'est une manière de regarder le chemin parcouru aussi. C'est une manière... tu sais, j'ai beaucoup d'archives. Ce livre-là est tiré de 2800 billets de blog, qui est l'équivalent de 14 livres. Mes deux premiers médias sociaux, c'était à peu près une centaine de billets chacun. Mm-hmm. Et mon dernier livre, c'est un autre centaine de billets. Alors, sur 2800, il reste encore une couple de livres, évidemment, à écrire. Oui, tout à fait. Mais c'était un retour sur mes observations en temps réel des 20 ans du numérique. Puis le numérique, comme les médias sociaux, il est beaucoup plus vieux que ça. Cependant, on s'entend qu'à partir de l'an 2000, c'est là vraiment que tout a commencé à débouler. Après la chute des dot-com, là, il y a eu un nouveau départ. On est parti de ce qu'on a appelé le Web 1. Après ça, le Web 2. Après ça, les univers virtuels pour arriver aujourd'hui à l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Donc, c'est une espèce d'historique de mes observations pendant ces années-là. Alors, je vous montre, chers amis, le livre, donc Confessions d'une experte. On va revenir bien sûr sur le contenu dans quelques minutes. 20 ans de révolution numérique analysée en temps réel, de Facebook à TikTok, de Twitter à X et du web à l'IA. Alors peut-être donner un petit clin d'œil pour les personnes qui ont signé l'avant-propos, la préface et la postface. C'est des personnes que c'est toujours touchant d'avoir des gens qui contribuent soit à une préface ou à une postface ou à un avant-propos. C'est touchant de lire qu'est-ce qu'ils perçoivent de mon corpus. Il y a Pierre Bellefait, qui est professeur titulaire à HEC Montréal. Il y a Vincent Gautret, qui est titulaire de la chaire L.R. Wilson en droit des technologies, avocat et professeur de droit à l'Université de Montréal, qui incidemment était un des co-directeurs de la maîtrise scientifique à HEC que j'ai faite. Okay. Et il y a aussi Dominique Gagnon, qui est le CEO de Connect & Go, qu'il vient de vendre pour plusieurs dizaines de millions de dollars. Ces trois personnes-là ont eu la gentillesse d'écrire quelques mots en parlant évidemment du livre et de mon corpus. Et c'est sûr que ça a été mes premiers lecteurs. Et c'était touchant de lire ça. Et je les en remercie chaudement. Alors, David Cohen, qui est donc un nouvel arrivant au Québec, et vous avez aussi une longue expérience, on va revenir bien sûr là-dessus, mais vous sortez un livre, alors messieurs, dames, je vous donne donc, et vous allez voir, c'est très complémentaire avec le travail de réflexion de Michel,
sur la citoyenneté numérique et le petit guide de survie, parce que il a compris que ce soit les enfants, les jeunes ou les personnes plus âgées, on a besoin de comprendre un peu cet univers qui vient remplacer le monde du papier depuis quelques années déjà, mais on va voir qu'on est quand même dans des problématiques quand même très importantes. Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé, parce que vous êtes dans l'éducation, hein, vous êtes conseiller pédagogique. Qu'est-ce qui vous a attiré avec ce projet de créer un livre? Est-ce que vous aviez autour des gens qui avaient du mal à comprendre les enjeux et vous vous êtes dit, je vais essayer de sortir un guide, parce que c'est quand même le sous-titre, le petit guide de survie. Bonjour. Ouais, ça vient de loin, là, ce questionnement autour de la citoyenneté numérique. C'est vrai que dans le monde de l'éducation, moi j'ai été enseignant longtemps. Maintenant, je suis de l'autre côté, pas du bureau, mais j'accompagne des équipes pédagogiques du primaire, du secondaire et ici du collégial aussi. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans mon travail, on fait beaucoup de veille pour être capable de trouver des choses intéressantes pour accompagner nos collègues. Et puis, ce qui me heurte régulièrement, c'est qu'on parle de citoyenneté numérique. C'est une espèce de vœu pieux qui n'est jamais suivi de vrais exemples concrets, transposables dans des établissements ou par des familles. Du coup, Alors, vous êtes conseiller pédagogique au Collège Sainte-Anne. Alors, je rappelle aux téléspectateurs qu'il y a eu, il y a 1 ou 2 ans, donc Osons l'école d'après et Osons l'IA à l'école. Et ils sortent, je crois, d'après ce que vous m'avez dit, un livre bientôt sur l'entrepreneuriat. Oui, il est déjà sorti. Oui, c'est un établissement. Moi, j'y suis maintenant depuis 2 ans, depuis que j'ai immigré ici au Québec. C'est déjà un établissement dans lequel il y a une vraie culture, un vrai intérêt pour ça. Mais la question que moi j'avais, c'était plus sur l'accompagnement, quoi. C'est-à-dire que concrètement, en termes, demain, je suis avec ma fille, je dois discuter avec elle, je dois lui montrer des ressources, et il existe très peu de choses. Il en existe, mais il en existe éparpillé un peu partout dans le monde. Okay. Donc, vous avez un peu récupéré toutes ces informations. J'ai récupéré, j'ai un peu scénarisé, puis j'ai surtout vulgarisé. Ouais, c'est pas un ouvrage de recherche, hein, c'est plutôt un ouvrage pratico-pratique. Pratique, ouais. Donc, ça, c'est l'aspect intéressant. Mais ça rejoint un peu Michel, parce que j'imagine qu'avec vos clients, il y a aussi une dimension pédagogique, parce que c'est toute votre expertise, là. Tout à fait. Puis en même temps, c'est ça qui est un peu aussi troublant. C'est que je suis dans un... Je vais dire le même. Je suis dans un monde de crosseurs. De fourbes. Et les gens qui font du web, il y en a une bonne partie qui ne savent pas ce qu'ils font et qui vendent des sites web ou des applications. Et les acheteurs ne savent pas ce qu'ils achètent. Alors, la pédagogie, elle va dans les deux sens. Et à ça, des fois, les gens, ils font des mauvaises choses par ignorance. Ils ne savent pas que ce qu'ils font, c'est vraiment pourri. Mm-hmm. Et d'autres fois, ils savent. Tu sais, j'ai même quelqu'un qui m'a dit à un moment donné, il dit, je vends à mes clients des pages Pico. Voyons, c'est quoi, c'est des pages Pico? J'ai inventé ça. Il dit, les clients, ils payent pour ça, puis ils sont contents, je leur vends des pages Pico. Bon. Bon. Et c'est le nombre de clients. Donc, tu apprends en même temps. Tu peux aussi apprendre. Ben là, tu sais, je veux dire, c'est quand tu es rendu que tu inventes des termes là, pour vendre une technologie, ça va pas bien. Et aussi, il y a des gens qui s'enferment dans un langage hermétique. Hein, parce que si on parle de SEO, le SEO, je ne sais pas c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire, SEO? Tu dis c'est du référencement, et le référencement, c'est différentes techniques qui te font apparaître sur la première page, dans les premiers résultats de Google. Hein? Mais il y en a qui vont s'enfermer dans un langage de même pour vendre des trucs. Et, tu sais, j'ai plusieurs clients qui me disaient, moi, je paye pour du référencement, d'accord. Vous payez pour quoi? Je ne sais pas. Et sur quoi vous êtes référencé? Je ne sais pas non plus. Pourtant, ils payent plusieurs milliers de dollars par mois pour
ils ne savent pas quoi. Ils savent pas quoi. Alors, et en même temps, toi, tu as dû t'adapter aussi. Enfin, vous avez dû vous adapter sur les 20 ans de l'expertise que vous avez accumulée au départ. Vous aviez une base, la vôtre, mais après, petit à petit, vous avez dû évoluer avec l'évolution technologique. Quoi. Tout à fait. Puis, constamment en veille. Quoi. Tout à fait. Je dis à mes étudiants que si tu veux être en techno, il faut que tu aimes apprendre. Parce qu'il faut apprendre continuellement et ça va tellement vite. Et effectivement, les engins changent, les entreprises changent, les technologies changent, les pratiques changent aussi. Même qu'un des éléments dans ma pratique est ce qu'on appelle le monitorage. Le monitorage, c'est comment suivre l'information. Hein? Il y a plusieurs types d'informations, il y a plusieurs types de monitorage. Ça peut être un monitorage légal, environnemental, etc., etc., mais les technologies qu'on utilise, il y en a une que tu aimes beaucoup et tu deviens vraiment expert avec cette technologie-là. Paf! Elle vient de se faire acheter par un concurrent, elle disparaît et ça recommence. Ouais, donc, tu sais, bon. Et j'explique aussi, puis ça passe pas tellement bien, mais c'est quand même, c'est la réalité. Quand j'ai commencé, ceux qui font de la publicité sur les médias sociaux, sur Google, sur Facebook, quand j'ai commencé il y a 20 ans, il y avait 20% de faux clics. Donc, 20% de ton argent, c'est de la merde. C'est de la merde. Okay? Aujourd'hui, on est rendu à 50%. Et on ne sait pas lequel des deux est le bon. Et là, les gens ont de la misère à me croire. Oui, mais c'est quand même documenté. Celui qui a documenté ça le plus assidûment, c'est un monsieur qui s'appelle Augustine Fou, F-O-U, qui était à NY University. Et rien que pour dire, là, pour donner un... Écoute, au Canada, là, ça représente 8 milliards par année de fraude. 8 milliards. Et ce sont des fraudes non criminalisées. Ce n'est pas criminel de faire cette fraude-là. Et tu sais, quand on voit le gouvernement fédéral dire « Ah, ben là, on va aller chercher 100 millions à Google pour redonner aux médias », si on parlait de la fraude numérique, on n'aurait pas besoin du 100 millions de Google. On parle de 8 milliards par année au Canada. Donc, cet argent-là reviendrait dans les médias traditionnels. Mais personne n'en parle. Quand je dis que je suis dans un milieu de fourbes, de voleurs, puis c'est pas... Ben, ils profitent de l'ignorance des gens. Tout à fait. Ouais. Et même ceux qui le vendent, des fois, ne savent pas l'ampleur de la fraude à laquelle ils participent. Hein? Alors, c'est quand même... C'est incroyable. Oui. Alors justement, je rebondis parce que là, on est dans le milieu professionnel, technique, etc. Mais ça concerne tout le monde. Hein, parce que, justement, vous dites c'est un guide indispensable à la survie dans la jungle numérique. Vous utilisez le mot de jungle. Et vous parlez de citoyenneté, disons, on va dire, entre guillemets, normale, et citoyenneté numérique. Alors, comment vous arrivez vous êtes arrivé justement à se dire qu'il y a une différence? Est-ce que c'est simplement technologique ou c'est parce qu'il y a une autre attitude qui se développe? Alors moi, je parlerais peut-être plus niveau méta. Alors moi, je ne suis pas expert, je suis expert de rien. Je suis usager éclairé. Puis la grosse arrivée en 2022 là, des IA, alors, pas l'invention des IA, mais la mise en service à grande échelle des IA nous a bien ramené au fait qu'on est expert de rien. Là. Oui, parce que là, plus ça avance, moins on est expert. On est dans une rupture équivalente à l'imprimerie par rapport à la calligraphie. C'est-à-dire vraiment, on est dans une rupture incroyable. Oui, et en termes de réflexion, je me suis rendu compte un petit peu en me posant, en lisant plein d'articles aussi de beaucoup de sociologues. Là, c'est assez intéressant de se dire que le concept de citoyenneté, en termes politiques, c'est vraiment appartenir à un ensemble qui est régi par des règles, par des lois. Est-ce que c'est toujours dans un cadre démocratique ou est-ce que c'est un citoyen dans d'autres contextes? Je botte en touche. Je parlerais plutôt du citoyen social. Donc ça peut être dans n'importe quel régime ou dans n'importe quelle culture. Je n'irai pas sur ce terrain-là, mais oui, le citoyen au sens civique, au sens en termes de démocratie dans les pays que j'ai pu traverser. Moi, je suis français, mais j'ai travaillé dans plusieurs différents types de pays. On va dire que la citoyenneté, elle est régulièrement régie par un ensemble de règles qui nous est commune, histoire de faire société tous ensemble. Et je trouvais que plus j'avançais dans la réflexion et dans le travail sur les outils et les plateformes numériques, plus j'avais l'impression que c'était exactement l'opposé. C'est-à-dire qu'on a tous des appareils différents, dans des environnements différents, avec des usages différents. Et j'avais l'impression que tout était un peu une espèce d'atomisation, une ultra-individualisation. Et j'ai l'impression que ça ne va pas de pair, quoi. C'est-à-dire que la citoyenneté, c'est essayer d'être tous ensemble avec
une fois qu'on connaît le cadre, on en sort volontairement ou pas. Ça, c'est une question de choix. Mais la citoyenneté numérique, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'est pas enfermé, mais on est dans des systèmes confortables, on va dire, de plus en plus. Vous dites d'ailleurs, être citoyen, c'est respecter les règles, participer à la vie commune et ne pas jeter ses déchets par terre. C'est un exemple, bien sûr, on comprend bien. Hein. Être citoyen numérique, c'est pareil, sauf que les déchets, ce sont les commentaires toxiques, des fake news et vos mots de passe, par exemple. Je vais revenir là-dessus, mais je vais énumérer quand même quelques thèmes. Un monde impitoyable où les algorithmes règnent en maître, où les données personnelles sont la monnaie la plus précieuse et où la vérité se cache souvent derrière un épais brouillard de désinformation. Vous insistez beaucoup sur la notion d'information, on va revenir là-dessus. Devenir un citoyen numérique éclairé, ça on reviendra aussi. Discerner le vrai du faux, résister aux sirènes de la distraction, protéger votre vie privée, aventure collective et sociétale, donc là en même temps. Et la construction d'une citoyenneté consciente des enjeux ressemble plus à une guérilla qu'à une balade bucolique en forêt. Ça, je trouve que c'est un bon exemple. Alors, justement, ça illustre bien, je trouve, ce que vous venez de nous dire, là, sur une sorte de guérilla où vous êtes obligé d'être dans le bien ou dans le mal. Là, vous dites que vous êtes confronté à des crosseurs. Est-ce que, justement, il n'y a pas une jungle dans laquelle vous êtes confronté aussi, vous? Tout à fait. Ben oui, c'est une jungle autant du côté des usagers que des entreprises, que les fournisseurs. Alors, qui dit vrai, qui ment, qui n'est là que pour faire... Au moment où on se parle, là, Facebook est poursuivi aux États-Unis pour 7 milliards de dollars pour avoir faussé ses statistiques de 400 %. Imagine. Et là, quand tu fais de la pub sur Facebook, c'est Facebook qui te fournit les statistiques. Quand tu fais de la pub sur Google, c'est Google qui te fournit les statistiques. Avant ça, si on revient autour de 2005, il y avait des outils statistiques indépendants, mais ils ont été rachetés par Google et c'est devenu Google Analytics. Et c'est Google qui fournit les statistiques de ce qu'ils te vendent. En plus de ça, bien évidemment, vous savez que c'est une enchère. Alors, évidemment, quand tu es tout seul dans un secteur, ben ça va bien, tu fais de la pub et ça coûte pas trop cher. Mais aussitôt que tes concurrents arrivent, là, le prix monte. Et un de mes copains à l'époque était celui qui avait le plus gros compte Google AdWords à l'époque. Il gérait pour une institution financière québécoise 1 million de publicités Google AdWords par année. Hein, c'était bien. Alors, l'année suivante, Google invite le VP, son client, à venir faire un tour en Californie, visite nos bureaux. Et là, on pourrait dealer directement avec toi, pas besoin de passer par un Québécois. Puis lui, il était quand même quelqu'un de fidèle. Non, je suis très satisfait de mon fournisseur. Je vais rester avec ma personne qui fait mon Google AdWords. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un beau business case qu'ils ont envoyé à toutes les banques concurrentes, disant comment que c'était payant de faire du Google AdWords pour REER, R-E-E-R, un régime enregistré d'épargne retraite. Okay. Alors, l'année suivante, toutes les banques achètent du Google AdWords pour le mot REER. Alors, la personne qui mettait 1 million, c'était plus payant, là. Alors, il a commencé à faire autre chose. Et ça, c'est un exemple pour montrer un peu comment Google... se fout de ses clients, se fout des gens qui sont là. Ils sont là pour faire de l'argent et ils font de l'argent. Alors, c'est vraiment une jungle. Maintenant, moi, je dis à mes clients, si c'est payant pour toi, tu peux prouver que c'est payant pour toi, tu peux le mesurer et continuer. Mais il y a d'autres solutions, il y a d'autres choses qu'on peut faire, dont, entre autres, ce qu'on appelle le marketing de contenu. Voilà, on va revenir là-dessus. Oui. OK. Alors, justement, parce que faire l'argent, ça fait partie de votre réflexion, hein, parce que monétiser, comme vous dites... Mais on va revenir sur le détail avant d'embarquer sur le... Parce que vous avez une dimension psychologique aussi dans votre analyse. Par exemple, vous parlez du livre de Daniel Cohen sur l'homo numericus, qui est important, et vous parlez de cette dichotomie entre le narcissisme, si vous voulez, et le côté collectif, enfin le fait qu'on est un être sociable. Donc, vous parlez d'exhibitionnisme narcissique, la quête de la validation virtuelle, la connexion sincère en même temps avec la superficialité des interactions numériques, l'appartenance à une communauté tout en étant en même temps envie de briller seul, et en même temps on est donc une victime, en même temps un bourreau. Et vous avez une analyse intéressante sur la société globalisée par rapport à l'égoïsme farouche. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Ah ben là, ça fait plein de mots négatifs mis bout à bout. Il y a des choses positives entre les deux. Ouais, de mettre les deux. Là, ouais. Ouais.
Effectivement, j'ai l'impression de... Mais aussi en étant usager, hein, je ne jette pas la pierre, loin de là. Moi aussi, je suis un usager des réseaux. Mais ça va de pair, je trouve, avec cette espèce d'hyper-individualisation dans le fait de vouloir exister à travers une masse, mais en se mettant en avant, en s'inventant une espèce d'avatar. Là, c'est un terme que j'avais beaucoup apprécié aussi dans les discussions de la présentation du livre de Michel. Là. C'est vrai. Effectivement, je trouve qu'il y a une espèce de rapport malsain à l'image de soi et il y a pas mal de recherches qui sont faites là-dessus, là, sur justement la jeunesse, quoi, et en l'occurrence sur, par exemple, la génération d'images. Je sais qu'il y a plusieurs entreprises qui commencent à reculer sur la génération d'images hyper réalistes parce que c'est vraiment impactant sur l'image de soi des jeunes et plus particulièrement des jeunes filles. Il y a eu pas mal d'études aux États-Unis. Alors après, des fois, ça sert un petit peu de prétexte à des entreprises pour dire bon, on va pas se lancer dedans, en fait, plutôt parce qu'ils n'ont pas la compétence pour, mais je trouvais que justement ce rapport-là qui existait déjà avec les selfies, et on n'a pas attendu les réseaux pour ça, là, mais je trouve que cette hyper-exhibition, elle est... Donc ça augmente le processus. Ça augmente, le débit augmente, voilà, donc du coup ça devient le contenu principal. Ouais, c'est ça. Et puis aujourd'hui on se rend compte, alors, je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là, mais on se rend compte quand même que le produit principal c'est soi, quoi. En tout cas c'est cette espèce de personnage qu'on se crée là, cette espèce d'avatar sur les réseaux qu'on vend qu'on espère aussi devenir influent. Oui. Puis du coup on touche d'autres sphères, donc pour moi ça me questionne beaucoup parce que je vois l'impact que ça a sur nos élèves. Alors justement, et sur les jeunes. Exactement, oui, parce que justement vous avez analysé ça d'une façon assez intéressante. Vous parlez de la dimension chronophage parce que vous dites que donc les réseaux sociaux et médias sociaux, alors je donnerai la parole à Michel pour nous dire la différence parce qu'elle avait attiré mon attention à juste titre sur cette différence. Parce que vous dites qu'en même temps, on peut en rester en contact avec ses proches et de découvrir de nouvelles cultures, donc ça c'est l'aspect positif, mais en même temps, vous dites en réalité, les réseaux sociaux peuvent vite se transformer en tourbillon chronophage où l'on se perd entre les likes, les commentaires et les notifications incessantes associées à de l'anxiété, la comparaison sociale. Et puis bon, j'ajouterais ce que a vécu Michel, parfois de harcèlement, enfin bon, tout ce côté un peu négatif. Là, vous avez bien sûr une analyse, et ça rejoint le monde de l'entreprise de Michel, parce que vous dites que c'est un outil de productivité. Alors ça nous permet de nous organiser, de booster notre efficacité, de lister nos tâches avec satisfaction, de bouder nos projets, mais en même temps, c'est un encombrement de nos esprits. Alors il y a ces deux analyses qui sont intéressantes. Oui, clairement, ça prend de plus en plus de temps. Moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est que d'un côté, le numérique, ça a quand même aboli beaucoup de frontières. Je trouve que ça n'a pas inventé les choses, ça les a amplifiées. Ça a amplifié le cyberharcèlement. Avant, par exemple, dans le monde scolaire que je connais un peu plus, le harcèlement, généralement, s'arrêtait à la rue en bas de chez nous. Ouais. Là, aujourd'hui, le cyberharcèlement, ça rentre dans l'intimité du jeune. Cellulaire. À cause du cellulaire, à cause des réseaux, à cause de la facilité aujourd'hui de donner un avis de manière anonyme. Du coup, j'ai oublié complètement ce que tu voulais dire par moi. C'est la dimension chronophage, c'est-à-dire les notifications, les alertes, le to-do list à rallonge, c'est-à-dire qu'en même temps, ça nous aide à nous organiser, mais en même temps, on est pris dans une sorte de tourbillon. On nous a vendu une simplicité, on nous a vendu avec des guillemets, une simplicité d'utilisation, gagner du temps, de la productivité. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance de travailler dans un cadre qui respecte justement cette frontière entre la fin de son travail et puis sa vie privée personnelle, là, son temps libéré. On se rend compte qu'il y a plein de cadres de métiers. Je pense que Michel le sait plus que moi. Il connaît plus le monde de l'entreprise où justement maintenant c'est devenu... alors notre entreprise nous fournit une tablette, un téléphone de travail, mais on se retrouve à travailler beaucoup plus que ce qu'on faisait avant en fait. Donc au final, oui, on gagne en efficacité, mais oui, on se retrouve à faire beaucoup plus de choses. Donc le gain de temps au final, il est inexistant parce qu'on se retrouve à être encore plus productif à la maison. Donc une espèce de temporalité c'est ça, la qui est... entre le privé et disons l'entreprise, avec le télétravail par exemple, c'est presque, ça disparaît beaucoup quoi. Moi je vois ça de l'extérieur, c'est vrai que là je ne suis pas dans un cadre de métier où ça... Est-ce que, avant de passer la parole à Michel, mais est-ce que le métier d'enseignant n'est pas remis en cause, justement, parce qu'il y a une concurrence entre la source du savoir, par exemple? Je pense qu'il n'est pas... C'est le rôle d'enseignant qui est restructuré, repensé. Donc effectivement, si on reste dans une espèce de corporatisme un peu figé, où on se dit que l'enseignant, c'est le transmetteur du savoir,
l'école du 19e siècle, elle est finie depuis longtemps. Donc, tous les corps de métier ont avancé, il faut que l'éducation avance. Et effectivement, aujourd'hui, on est plus dans un accompagnement des jeunes. On est designer d'expérience, à la limite. Donc, c'est vrai que le corps de métier change. Je pense que l'éducation est vraiment en train de changer, de s'adapter. Et en fait, votre métier, c'est d'accompagner les enseignants, mais aussi les élèves, dans leur utilisation de la technologie. Moi, je suis un prof sans élèves. Donc, en gros, j'ai le temps de tester des choses. Avec mes collègues, on a le temps de tester, de former nos collègues, de leur présenter des solutions. Et puis, de les épauler en classe quand il y a des besoins. Donc, on est un luxe quelque part. On est une espèce de super assistant. Donc, pour l'instant, on n'est pas remplacé, mais on pourrait être remplacé par des assistants IA sous peu. On va en revenir. Alors, David insiste sur la construction d'une citoyenneté consciente des enjeux passe par notre capacité à utiliser les plateformes et outils numériques adaptés à nos besoins professionnels et personnels. Il y a les enjeux sociaux, les usages, la technologie, l'engagement. Michel, toi, tu dois gérer tout ça dans ton approche et dans ta veille technologique. C'est-à-dire d'avoir une vision un peu globale. Non ? Est-ce que ça nécessite... parce qu'il y a des secteurs, bien sûr, auxquels tu appartiens ou tu interviens, mais il faut que tu aies une vision un peu globale de la société pour pouvoir conseiller au mieux tes clients. Oui, de toute évidence. Et en même temps, on parle des effets négatifs de la technologie. Il y a aussi des effets positifs. Oui. Et c'est vieux comme le monde. Chaque outil peut servir le bien comme il peut servir le mal. Oui, c'est vrai. Un marteau, on peut s'en servir pour construire une maison. On peut défoncer le crâne de notre voisin. Oui. C'est pas de la faute du marteau, c'est de la faute de l'usager. Ce qui complexifie la chose, c'est que le marteau est inerte. La technologie ne l'est pas. La technologie, il y a des propriétaires en arrière qui ont, évidemment, des objectifs financiers de faire de l'argent. Ouais. Hein? Alors là, c'est comme si le marteau était orienté. Hein? Il y a une direction qui est... On lutte souvent contre. Il y a une direction qui est donnée au marteau. Puis, si on parle des algorithmes, encore là, les algorithmes sont programmés par des gens. Et les gens ont des intérêts économiques. Et l'intérêt économique pourrait dépasser l'intérêt personnel ou l'intérêt sociétal. Oui, une fois que la société va faire du cash. On s'est rendu compte, entre autres Facebook, on va quand même rappeler que Facebook a commencé par un vol. C'était le vol des photographies des étudiants de Harvard qui a servi à faire le prototype de Facebook. Et on sait qu'il y a eu plusieurs scandales où Facebook, évidemment, laissait passer des contenus parce que c'était payant et favorisait des contenus parce que c'était payant. D'ailleurs, un des éléments, on a une discussion plus large, évidemment, ce qu'on discute, ce n'est pas nécessairement dans le livre, là. Mais, entre autres, on va rappeler qu'à un moment donné, il y a une dame qui a pris une photo d'elle couchée sur le côté et on voyait elle avait une petite culotte et il y avait une tache de sang sur la petite culotte. Okay? Donc, elle parlait de menstruation. Cette femme-là a été censurée et au même moment, on permettait la diffusion de têtes décapitées dégoulinantes alors que ISIS décapitait du monde au Moyen-Orient. Ça, c'était correct, mais une goutte de sang sur une culotte de femme, c'était scandaleux. Ouais. Hein? Donc, on voyait qu'il y avait comme deux mesures puritains américains. Après ça, on sait quand même que Facebook a permis... le printemps arabe a permis des révolutions, a permis des mouvements... C'est la première fois qu'on pouvait suivre une révolution en direct. Tout à fait. A permis des mouvements sociaux qui n'étaient pas très, très, très positifs. On sait après ça qu'il y a eu de la censure à très, très grande... très, très grand niveau dans le temps de la COVID, mais même dans le temps de la deuxième élection du président américain, qui lui-même a été censuré. Et toutes les opinions conservatrices étaient censurées. Ça a pris Elon Musk qui a racheté Twitter pour faire un peu un ménage là-dedans et montrer à quel point, entre autres, Twitter censurait les opinions divergentes du pouvoir de l'époque. Encore aujourd'hui, il y a une poussée de la communauté européenne pour censurer des opinions qu'on dit néfastes. Mais l'opinion... Il y a des amendes énormes, là. L'opinion néfaste d'un moment peut être une opinion tout à fait recevable à une autre époque. Alors, l'outil, en principe, est neutre.
Mais évidemment, il y a des intérêts derrière l'outil qui peuvent faire évoluer l'outil dans un sens comme dans l'autre. Et ces intérêts-là changent dans le temps. D'être conscient de ça, c'est bon pour les usagers, mais c'est bon aussi pour les entreprises. Ben oui. Évidemment, le but de l'entreprise, c'est de faire du cash. Puis le but de l'entreprise, c'est de faire du cash le plus rapidement possible, le plus positivement possible pour ton image de marque. Et évidemment, il y a des manières de le faire en minimisant les risques. Mais on va toujours avoir des risques. Et entre autres, un des risques, c'est que tu ne contrôles pas ta plateforme. Donc, c'est sur Facebook. Facebook peut décider que, pour une raison ou une autre, tu ne réponds plus à leur politique et on te fait disparaître. C'est ça. Mon compte est bloqué, moi, depuis une semaine. Alors, justement, ça me permet de rebondir sur le chapitre 2, garder les yeux ouverts, mais aussi, ils nous écoutent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi une analyse aussi du rapport à nos données personnelles. Michel vient d'en parler, là, c'est clair, autant dans le monde de l'entreprise que c'est un enjeu financier énorme. Parce que, en fait, on est surveillé. C'est pas de le dire comme George Orwell, là, mais c'est vraiment une dimension de clic. C'est-à-dire que dès qu'on... Alors, ce qui est intéressant, ça rejoint un peu ce que disait Michel tout à l'heure sur le fait que vous parlez de la boîte noire magique. C'est-à-dire et du trou noir, surtout. C'est-à-dire que, par rapport à ce qu'on disait, la chronophagie, là, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de dualité en même temps, c'est-à-dire ça nous ouvre aux autres, mais en même temps on est pris dans un précipice où on a du mal à gérer cela. Et donc vous dites qu'on est face à des voyeurs numériques, on veut tout savoir sur nous, ils ont simplement perfectionné l'art de la collecte d'informations. Alors, il y a bien sûr Facebook, Instagram, Link, mais j'en donne que 3 là, mais toutes les plateformes qui apparaissent. Mais il y a une sorte d'engrenage, vous dites, car ces plateformes ne se contentent pas de stocker ces informations, c'est comme un puzzle. Ça nous permet de bien définir la personne qui utilise ça, et en même temps, donc, de faire l'argent. On rejoint là aussi la préoccupation financière. Chacun de vos clics, chaque publication, chaque vidéo, chaque photo, marketing, publicité personnalisée, etc. Moi, je vois, par exemple, Amazon m'envoie des livres. Un conseil, Monsieur Leray, vous pouvez acheter ce livre parce qu'en vue de vos achats ou de vos lectures, peut-être que ça va vous intéresser. Donc, tout ça pour l'idée de faire de l'argent. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une pression, justement, sur le monde de l'éducation, qui est justement un endroit, normalement, où on ne doit pas faire trop de commerce? Est-ce qu'il n'y a pas une pression sur cet univers de l'éducation, de la pédagogie? Alors déjà, je tiens juste à dire que le parti pris du livre, c'est de présenter ça un peu sous le je dirais pas le biais, mais sous l'esthétique un peu du livre policier un peu sombre des années 50. Mais il y a quand même plein de choses positives qui en sortent. Alors je dirais oui, là, l'effet boîte noire, il est assez, en tout cas pour moi, je le trouve assez fou parce que on se retrouve super vite, et on le vit quand on change d'un établissement ou d'un pays à un autre. On se retrouve avec des appareils qui fonctionnent entre eux, donc des téléphones d'une certaine marque qui vont fonctionner avec des tablettes d'une certaine marque, qui vont aussi bien fonctionner avec son compte. En gros, on est dans une apparente facilité là, d'avoir une flotte d'appareils équipés, mais qui du coup nous coupe du reste des types d'équipements possibles. J'essaie d'éviter de dire des marques, mais... Et puis je le vois aussi dans la facilité, là, en étudiant un petit peu. Moi, je viens plutôt du graphisme, donc le côté construction des applications m'intéresse. Et je ferai une métaphore avec Matisse, par exemple. Quand il montre le visuel, justement, qui est beaucoup axé sur les cellulaires, là, l'écran, bien sûr. C'est comme un roman photo. Mais donc je reviens là sur Matisse, là, on le voit à un moment dessiné avec une ultra facilité, avec juste une ligne comme ça, en 30 secondes, une forme. Et les gens lui disaient c'est incroyable. Il me dit mais ça fait 50 ans que je me suis perfectionné pour arriver à cette simplicité. Dessiné comme un enfant. C'est ça, ouais. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui, là, quand on utilise des cellulaires, tout est facile. Tout a l'air super simple, c'est aisé, la construction de l'application, le design de l'appli est vraiment pensé pour que ce soit évident, simple. Et maintenant, je commence à me méfier parce que derrière cette simplicité, il y a 50 ans de recherche, il y a de l'UX design, il y a de la réflexion sur la captologie, il y a plein de choses qui font que
on passe du temps là-dessus, et puis notre temps, c'est leur argent. Donc, effectivement, ouais, je me questionne sur le fonctionnement, et on a ces réflexions dans le monde de l'éducation, puisqu'on a ces questions normales avec les plus jeunes sur le temps d'écran. Et il y a un gros travail à faire aussi sur les ressources qu'on leur donne, puis sur les questions d'abonnement, de données. On parlait tout à l'heure de données. À qui on fait confiance? On achète la tranquillité en se mettant sur des grosses entreprises on a la loi 25 qui est arrivée ici, mais déjà en Europe, il y avait le RGPD. Donc moi, j'y étais confronté il y a quelques années déjà. Mais ces questions, tout cet ensemble de questions, elle revient toujours sur les fournisseurs, pas tant sur l'usage, parce qu'on fait des choses incroyables avec. Mais derrière ça, il y a toujours des fonctionnements qui doivent nous questionner en tant que citoyen, ou en tant que société ou entreprise ou école. Il y a quand même des questions qu'on doit se poser. Alors, justement, je reviens sur Michel, parce que dans le commerce électronique, est-ce que ce n'est pas un outil pour toi, pour vous, enfin, d'utilisation de ces données? Parce que pour permettre à vos clients de pouvoir donc développer leur image, enfin leur présence sur le web, est-ce que vous, au contraire, c'est pas un outil important? Tout à fait. L'ultra-personnalisation. C'est ça. Bon, par même temps, on en parle beaucoup, l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, l'exemple que tu donnais, là, ceux qui ont acheté ce livre aiment ce livre-ci, ce livre-ci, ce livre-là, qu'on appelait la filtration collaborative d'Amazon, ça fait 20 ans que ça existe. Ben oui. Et c'est de l'intelligence artificielle. Quand vous écrivez une requête sur Google et que Google termine la requête, fait des suggestions, c'est de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est pas nouveau. Par contre, son éclosion et que ce soit... Pour monsieur et madame tout le monde, c'est ça qui est nouveau. C'est ça, la disponibilité est nouvelle. Mais l'intelligence artificielle n'est pas nouvelle. Ça fait longtemps que ça existe, là. Mais sa disponibilité, c'est récent. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est certain que c'est très, très pratique pour les entreprises. Par contre, il y a 2 études qui viennent d'être rendues disponibles, peer review, comme on dit. La première, c'est que l'intelligence artificielle, à force de pomper les contenus des médias sociaux, développe un brain fog, un brouillard de l'esprit. Donc, les capacités cognitives de l'intelligence artificielle déclinent. Et une fois qu'ils ont décidé qu'ils enlevaient tout le contenu qui avait été pompé sur les médias sociaux, ce manque cognitif persiste. Et on se rend compte que les usagers, c'est la même chose. Les usagers qui se servent d'intelligence artificielle, après un certain temps, on leur demande « C'est quoi que tu as écrit? » Ils s'en souviennent plus. On leur demande de développer une pensée cohérente. Ils sont plus capables. Ça, c'est vrai, donc, le déclin cognitif suite à l'intelligence artificielle est prouvé et dans la machine et dans l'humain. C'est inquiétant. Alors, à quel prix on veut avoir des données pour vendre au monde? À quel prix cet objectif mercantile-là? Oui, parce qu'il y a un impact cognitif, comme tu viens de le dire, qui peut être quand même assez... à quel prix ça vaut la peine? Une façon de la société. Bon, une autre chose qui me trouble. Moi, je commence... Puis, tu sais, j'enseigne au niveau du 2e cycle, au niveau de la maîtrise. Je demande à mes étudiants... j'aimerais ça qu'on commence le cours en discutant de l'actualité numérique et technologique. On va prendre une petite demi-heure, on va discuter de ça. Lève la main. Madame Blanc, on trouve ça où, l'actualité? Mais là, vous autres, vous la trouvez où, votre actualité? TikTok. Ah ouais? Alors, je dis, voyons donc. Avez-vous entendu parler de Journal des Affaires, Business Insider, la presse, Radio-Canada, la section techno? Non, 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 non. Bruno Guglielmetti? Non, non, je n'en ai pas. Donc, on est passé, puis c'est intéressant pour vous autres, on est passé d'une génération de l'imprimé à une génération vidéo. C'est le vidéo qui de l'image et de la parole, quoi. Oui, c'est le vidéo qui les interpelle. Et en plus de ça, des vidéos courts. Si c'est trop long, ils décrochent. Oui, c'est ça. C'est troublant. Je veux dire, ils sont encore brillants. L'intelligence est encore là. Mais il y a une pression sur les enfants. Sur les enfants. Comme parents, sur les jeunes adultes. Là. On ne parle pas des enfants, on parle des jeunes adultes. Là. Au niveau de la maîtrise, c'est plus des enfants, là, c'est des adultes. C'est inquiétant. C'est inquiétant, cette culture de l'instantanéité. Entre autres,
parce qu'on n'a pratiquement plus de cours d'histoire, ce manque de compréhension du passé. D'ailleurs, ironiquement, c'est un des éléments que je relève dans les livres. Chaque fois qu'il y a une nouveauté, on oublie ce qui s'est fait avant. Puis l'exemple que je donne, c'est Horizon World de Meta, qui a fait un univers virtuel 3D, qui se présentait comme les premiers qui font un univers virtuel 3D, alors que 15 ans auparavant, il y avait Second Life, qui avait un monde univers virtuel 3D, mais sur une surface 2D qui était l'écran, et qui avait des avatars de la tête aux pieds, alors que Horizon World, c'est des demi-troncs qui volent dans l'espace, avec des graphiques qui sont beaucoup plus léchés, mais qui sont vides. Tout ce qu'on a fait comme expérimentation 15 ans auparavant, notamment en psychiatrie en ligne, écoute, Harvard donnait des cours de... médication. Harvard donnait des cours en ligne dans Second Life. Mais là, 15 ans plus tard, on prétend qu'on va faire de la formation en ligne, alors que ça se faisait il y a 15 ans. Donc, ce manque de compréhension historique et... Donc, la mémoire, on perd des connaissances ou des savoirs. On tente de... Ou on réinvente la roue, quoi. Oui, on réinvente la roue en oubliant complètement ce qui s'est fait avant, là, tu sais. C'est troublant, tu sais. Oui, tout à fait. Non, mais c'est important. Alors, justement, je rebondis sur le chapitre sur la naissance des influenceurs, parce que, David, vous avez un chapitre sur l'importance de l'information. Et ça, c'est important aussi, ça liait un peu à ce qu'on vient de dire, là. Et vous faites une énumération de termes qui sont les faits, l'opinion, la rumeur, l'infox, des informations, mésinformations, propagande. Et vous insistez beaucoup sur l'importance du vrai et du faux, parce que là aussi, ça remet en cause la façon dont on a à s'informer. Et comme citoyen, vous le dites très bien d'ailleurs, pour la démocratie, car des décisions éclairées reposent sur des faits vérifiés. Donc là, vous analysez j'écris super bien de la démocratie, non ? Oui, clairement. Pour moi, dans la construction du citoyen éclairé, c'est comme la construction de la construction. La co-construction d'un élève, pour moi, ça tient sur 3 piliers. D'un côté, il faut que la personne sache les grandes lignes des fonctionnements, donc il y a un peu de savoir. On se rend compte en parlant avec des ados de 14-15 ans qu'on leur dit qu'est-ce qui se passe quand tu appuies sur le bouton envoyer ton courriel. Puis là, on se rend compte que 90% d'entre eux pensent que ça part dans le ciel et ça redescend là où ça doit redescendre. Puis du coup, il faut les accompagner à comprendre sans en faire des ingénieurs, mais juste comprendre que quand on utilise une IA, il y a des enjeux écologiques, économiques. Et puis plus on va monter dans les années, plus on va se rendre compte qu'on peut aller loin. On peut parler de socio-économie, de pouvoir politique, de pression. Quand on parle des câbles sous-marins, par exemple, d'où passe l'information concrètement, c'est super intéressant de se dire qu'il y a des États qui les écoutent, qui interviennent dessus. Ça peut... En même temps, c'est ce que disait Michel, c'est qu'on a une perte de connaissances, de mémoire historique. Et l'information, c'est comme si on était face à une sorte de reconstruction arbitraire, quoi. D'où l'importance de leur transmettre ces savoirs-là et ensuite de les accompagner à construire des savoir-faire. On fait des choses avec le numérique, on fait des super choses. On fait des vidéos, on s'enregistre, on communique. Moi, je ne vais pas cracher dans la soupe. Ma famille habite à 6000 km d'ici. Je suis bien content de pouvoir leur écrire, envoyer des photos. Oui, il y a cette côté. C'est ça. Donc, ça aide à ça. Mais d'un autre côté, il y a aussi, c'est un peu comme une pièce. Il y a toujours 2 côtés. Ça parlait du marteau tout à l'heure. Effectivement, toutes les technologies ont un bon usage et puis un usage qui peut être questionné ou dévoyé. Et puis, le dernier point, c'est le savoir-être. C'est compliqué d'être... En fait, c'est pas si complexe que ça, puisque c'est juste transposer notre fonctionnement social à travers cet écran. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un gros écart entre la personne qu'on est dans la rue. On va pas s'amuser à troller quelqu'un, à l'insulter dans la rue. On en parlait avec Avatar. Et puis, ce qu'on peut être en ligne. Donc, on se rend compte que des fois, par exemple, les derniers procès pour cyberharcèlement, on se rend compte qu'on s'attend à voir des monstres ou des gros junkies. En fait, c'est des gens tout à fait de base qui ont tous des métiers et ça me questionne aussi. Excuse-moi, c'est même pas l'anonymat. Non, c'est même pas de l'anonymat. Mais non, moi, j'ai monté plusieurs dossiers criminels, puis les personnes n'étaient pas anonymes. Ah ouais? Non, les personnes, c'était leur vrai nom. Tu sais, c'est que, oui, il y a des anonymes,
Mais ça, on parle beaucoup contre l'anonymat, qui, à mon point de vue, est quand même nécessaire. Parce qu'évidemment, si tu es un lanceur d'alerte en Iran, tu as comme avantage à être anonyme. On en parle avec le vote chez les syndicats là, qui demandent, justement, on aimerait avoir un vote... Anonyme, ça, c'est une autre histoire. Là. Mais les gens, avec leur vrai nom, peuvent écrire des insanités parce qu'évidemment... derrière un écran, tu peux tout dire, ce que tu ne dirais pas en face de quelqu'un s'il était devant toi. Une sorte de Far West. Mais oui. Puis aussi, une force de distanciation. C'est pas toi qui écris, c'est ton personnage. C'est ça. Oui. C'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, moi, au début du livre, je parle de citoyen et du citoyen numérique. J'ai l'impression que le citoyen numérique, il n'a pas toujours grand-chose à voir avec le citoyen qu'on est dans la vie de tous les jours. Oui, c'est ça le problème. Oui. Oui. En termes de vivre ensemble, oui. Oui. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que le citoyen numérique soit équivalent au citoyen normal, on va dire? Ce que fait David un peu, de l'éducation, évidemment, en parler. Faire prendre conscience aux gens que le numérique, ça a des impacts dans la vie réelle. Faire comprendre que l'intelligence artificielle aussi, elle a des impacts dans la vie réelle. C'est certain que ça va faire disparaître des emplois, mais ça va aussi créer des emplois. Maintenant, ça va-tu faire disparaître plus d'emplois que ça va en créer? On verra. On disait ça de l'informatique. On disait que l'informatique ferait disparaître de très nombreux emplois. C'est ce que tu dis dans ton chapitre 6, là, la course aux nouveautés. Ça entraîne des nouveaux métiers, une disparition de métiers, mais aussi des nouveaux qui apparaissent. Oui, puis ça fait perdre du cash. La course à la nouveauté, c'est Facebook qui a investi des milliards dans le virtuel pour retirer ses billes et les mettre dans l'IA. Et là, pour retirer ses billes, pour le remettre dans l'univers virtuel et pour le remettre dans l'équipement. Et là, vite, il faut que je sois là. Vite, je sais pas pourquoi, mais il faut être là. Après ça, non, on change, on s'en va à telle autre place. Ouais. En même temps, tu as le corollaire à ça qui est on a peur. Donc, c'est comme, tu as plusieurs courses en même temps. Tu as la course à être le premier, mais tu as la course à ne pas faire de gaffe et ne pas prendre de risques inutiles. Donc, tu as des mouvements d'accélération et de frein en même temps. Oui, parce que tu as une réflexion aussi sur le raté du virage numérique de certaines entreprises que tu as eu. Est-ce qu'ils résistaient comme l'hôtellerie, je crois que tu m'avais dit l'hôtellerie, c'était dans les années 2000. Oui. Le secteur automobile et le secteur immobilier, c'est maintenant. Automobile, oui. Et souvent, c'est des freins qui sont des freins structurels. Alors, il y a une structure qui n'est pas numérique, qui existe dans une industrie, et c'est cette structure-là qui ralentit les changements. Si on prend l'exemple du numérique, l'exemple de l'automobile, c'est que tu as des joueurs intermédiaires qui contrôlent le numérique à la place des acteurs automobiles qui paient le gros prix pour être en ligne. Un peu comme ça, on vient dans le temps des hôteliers en l'an 2000, tu avais Expedia, tu avais Hotel.com, tu avais Travelocity, qui sont arrivés, qui ont pris le contrôle des clients, et après ça, qui bookaient les chambres des hôtels. Là, les hôteliers ont dit là, ça commence à nous coûter cher, on va prendre notre place en ligne. C'est ce qui se passe présentement dans le secteur automobile. Alors, tu as Auto-Trader, Auto123, tu as une couple de joueurs qui s'occupent à la fois du site web, à la fois du gestionnaire client qu'on appelle le CRM, à la fois le gestionnaire des inventaires qu'on appelle le DMS. Ils contrôlent tout et ils donnent accès partiellement aux outils qui sont pourtant payés le grand prix par les concessionnaires automobiles, mais leur donnent un accès partiel. Ah oui. Alors, ils disent, mettons, tu es un concessionnaire, tu dis, moi, je vais faire un gros spécial, je vais faire un bandeau spécial de la fin de semaine, acheter une voiture et vous avez 25 pizzas. Une réduction. Somme toute, que c'est quoi de simple à faire, ça te prend 30 minutes, c'est en ligne, ils vont te facturer 3 000 pour mettre ça en ligne sur ton propre site web. Alors que ça n'a pas de bon sens. Donc, s'ils sont en retard, c'est parce qu'il y a une structure qui les entoure qui fait qu'ils ne prennent pas le virage. Et ils ont aussi, évidemment, ils ont peur de ce changement-là et ils sont en retard. Bon.
Alors, il y a des situations comme ça qui sont quand même aberrantes. Là, tu regardes ça de l'extérieur, tu te dis, non, ça se peut pas, tu sais. Mais c'est ça la réalité, là, tu sais. Alors, il y a aussi une dimension de confiance. Là, on va revenir justement là-dessus après, là, avec David. Mais parce que tu dis qu'il faut aussi que les clients acceptent de me suivre. Donc, oui. Donc, il faut. Alors, comment ça se passe? Est-ce que il faut que tu t'adaptes aussi à chaque secteur? Parce que l'automobile, c'est pas le même que l'hôtellerie. Enfin, il faut que tu connaisses un peu les secteurs pour pouvoir proposer tes services, non? Mais moi, je propose pas tellement mes services qu'on achète mes services. Ah, OK. Alors, moi, je fais ce qu'on appelle du pull marketing. Je fais du marketing d'attraction. Je me sers de mes contenus comme d'un produit d'appel. Et les gens m'appellent parce qu'ils ont compris que je pouvais les aider. Et ce qui est difficile, c'est que souvent, les gens ont déjà leur fournisseur. Hein? Et si toi, tu as payé 200 000 $ pour faire un site web et que ton site web, c'est de la merde, c'est délicat d'aller te voir pour dire « Hey, je veux t'aider, ton site, c'est de la merde, ça marche pas. » Donc, c'est mieux si lui m'appelle, qui me dit « Madame Blanc, je pense qu'il y a certains problèmes avec mon site web. Pouvez-vous me dire qu'est-ce que vous en pensez? » Bien là, moi, je peux faire une analyse. Je te dirais exactement, mais voici ton site web. Il y a un problème là, 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 là. Pour améliorer, quoi. Et je vais le faire avec des outils externes qui sont neutres, hein, qui sont imparfaits, mais comme ils sont imparfaits pour tout le monde, ça devient neutre pour tout le monde. Alors, si ton site dit, par exemple, que tu as 40 % de ton page rank, de ton page speed sur Google, bien, le 40 %, c'est pas moi qui le donne, c'est Google qui dit que tu as 40 %. Donc, ton site n'est pas assez rapide. Il n'est pas assez rapide à cause du poids des images, à cause de la structure HTML, Donc, cause de ci, à cause de ça. Tu fais une analyse. Fais une analyse. Voici le rapport. Okay. Maintenant, comment on change ça? Ah, bien là, on peut changer de telle façon, telle façon, telle façon. Donc, c'est plus facile d'aider quelqu'un qui sait qu'il est dans le trouble et qui veut s'améliorer que d'avoir quelqu'un qui est dans le trouble, qui ne le sait pas. Et surtout, qui est dans le déni, peut-être. Mais surtout, c'est lui qui a pris la décision de dépenser 200 000 $. Il s'est convaincu. Faut être délicat, quoi. Lui, s'est convaincu qu'il a fait un bon placement. Il s'est mis 200 000, c'est de l'argent, là. Alors, avant qu'il change d'idée, là, si c'est le président, puis c'est son VP qui a fait la décision, le président, ça va bien. T'sais. D'ailleurs, mes plus beaux succès sont avec des grosses PME. Pas avec les multinationales. Pourquoi? Parce que les multinationales, c'est tellement gros, il y a tellement de rouages, il y a tellement de red tape. Avant que ça change et que ça aille dans la bonne direction, là, c'est payant parce que tu passes des heures et des heures à discuter avant que le changement arrive. Tandis qu'avec une PME, le président, il comprend, ou la présidente, on s'en va par là, parfait, on va par là, puis ça se fait, puis il y a des succès. D'ailleurs, les beaux exemples que j'ai donnés dans mon livre sont des grosses PME. Et c'était quoi l'élément fondamental qui a fait de la différence? C'est 2 éléments, la passion et l'authenticité. L'intelligence artificielle ne peut pas imiter l'authenticité et ne peut pas imiter la passion. Par contre, ça se voit très bien par une personne normalement constituée, qu'il y a quelqu'un qui te parle et qui est passionné. Comme je dis souvent, l'intelligence artificielle a de la mémoire, mais l'humain a des souvenirs. Ah, c'est intéressant. L'intelligence artificielle ne peut pas avoir de souvenirs. Et l'intelligence artificielle peut imiter la créativité. Au moment où on se parle, elle n'a pas de créativité. Ce qui fait qu'un texte écrit par l'intelligence artificielle va être un très, très, très beau texte, plate à lire. Hein? Tu vas lire ça, puis tu vas tomber. Donc, il faut le reprendre avec l'humain, quoi. Donc c'est ça. Puis l'humain, bien évidemment, tu sais, quand on parle de storytelling, raconter une histoire, ben, il n'y a rien comme un humain qui a des tripes puis qui a vécu de quoi pour raconter l'histoire. Tout à fait. Alors justement, je vais replonger dans le livre de David. Je vous rappelle qu'on est avec Michel Blanc pour parler de son livre « Confession d'une experte », sur les 20 ans de révolution numérique analysée en temps réel, de Facebook à TikTok, de Twitter à X et du Web 1.0 à l'IA. Et avec donc David Cohen pour parler de citoyenneté numérique et le petit guide de survie que je vous conseille aussi. Alors là, il y a une dimension très importante. On replonge un peu dans la dimension psychologique. C'est là où j'ai abordé le sujet tout à l'heure sur le trou noir, mais c'est la notion d'effet de sidération. Alors, est-ce que tu pourrais, vous pourriez nous expliquer un peu qu'est-ce que vous allez vous dire avec ça, parce que ça me paraît très important. Moi qui travaille sur la dépendance, il me semble que c'est vraiment une analyse très importante sur ce plan. Moi, la réflexion, elle est venue assez rapidement. Hein. Dès que tu as des élèves qui manipulent des choses et qui font « Waouh, c'est magique !» Tu génères une image à partir d'une phrase et de quelques mots.
essayer de lutter en leur disant que c'est pas magique, que c'est technologique, hein, c'est une suite de chiffres bien agencés avec un peu de code et hop, ça passe. Tout à l'heure, je disais justement que là, c'est ce côté facilité d'utilisation, vraiment. Le côté qu'on n'a plus aujourd'hui. Je me rappelle des premiers cellulaires, là, on pouvait certes pas tout démonter. Ouais. Bon, quand le démonter, c'était terminé en termes de vie, hein, de durée de vie, mais on pouvait quand même, on avait cette possibilité d'ouvrir, d'enlever la batterie, on avait un minimum de main là-dessus. Ouais. Même dans l'installation d'un OS. Comme les premières voitures, quoi. On pouvait c'était pas que dans le côté, il y avait un peu de ça, mais je trouve que justement ce côté boîte noire là et le fait qu'on sache pas vraiment comment ça fonctionne et que ce soit quand même savamment orchestré, c'est des choix des entreprises de rendre les choses super simples d'utilisation. On part toujours de user-friendly. Moi, j'aimerais bien qu'on ait un user qui comprend ce qui se passe, en fait, plutôt que simplement nous bercer dans le « OK, c'est simple d'utilisation, utilisez-le ». Le côté information, tu disais tout à l'heure, c'est important pour toi l'information. Oui, comprendre que c'est pas magique, que c'est technologique, qu'il y a des enjeux multiples derrière ça, derrière cette utilisation, cette façade de simplicité, pour moi, ça me paraît vraiment primordial. Alors, il y a le côté boîte noire, ça on l'a bien compris, c'est très intéressant, mais il y a aussi le trou noir, c'est-à-dire qu'il y a les deux qui sont associés, c'est-à-dire d'une part, on a du mal à accéder à l'intérieur, comment ça fonctionne, etc. Comme pour les voitures autonomes maintenant, là, on ne te demande plus de savoir faire de la mécanique. Mais il y a aussi le trou noir, c'est-à-dire qu'on est en sorte d'engrenage, et ça devient une sorte de vide absolu. Et ça rejoint un peu la réflexion sur la mémoire, sur la concentration, sur l'impact cognitif, quoi, en fait. Ouais, après, effectivement, moi, je ne voyais pas le côté trou noir comme... Cette sensation de rester scotché, incapable de décrocher, bombardé par des notifications, des vidéos virales et des mèmes improbables, ça impact cognitif sur la concentration, l'attention, la mémoire, sa capacité d'écrire même, d'écrire ou la lecture. Il y a des recherches là, qui commencent justement à sortir sur le côté génération écran. On se rend compte que le temps d'attention effectif, il est passé sous les 7 minutes. Ouais. Donc ça se complique quand on a des élèves toute une journée, là, 7 minutes, ça re-questionne aussi ton métier parce que tu es obligé de réorchestrer ta manière de travailler avec eux. Mais on se rend compte aussi, il y a juste à prendre le métro ou le bus, là, on se rend compte que, et moi le premier, je ne suis pas dans le jugement, je suis moi aussi un usager, on a beau être éclairé, quand on voit quelqu'un sortir un smartphone, un cellulaire, on fait pareil, en fait, je me rends compte de ça, en fait, on a cette espèce de mimétisme social là, où quand on éternue, ça fait éternuer plein de monde. Quand quelqu'un sort un cellulaire, c'est assez rigolo de se rendre compte que dans les bus, tout le monde avait son cellulaire dans les mains. Mais avant, quand on voit des images anciennes, on voit tout le monde avait son journal dans les mains. Mais alors c'est là que je veux tempérer aussi. On ne sait pas concrètement ce que les gens font. J'avais assisté à une super présentation d'un technosociologue et c'était super intéressant parce qu'il commençait sa présentation en montrant une photo dans un bus avec une vieille dame qui lit et un jeune adulte sur un téléphone, un cellulaire avec des écouteurs. Et il nous disait, vous en pensez quoi ? Et effectivement, notre biais sociétal, c'est de se dire, la dame lit de la littérature et puis le jeune, il scrolle, quoi. Et on peut prendre le biais inverse. On peut se dire aussi que la dame, elle lit un roman qui n'a aucun intérêt, un roman à l'eau de rose quelconque, et puis que le jeune, il est en train de relire sa thèse ou de préparer sa présentation qu'il va avoir une demi-heure après à l'université. Voilà. Donc il y a aussi une question de biais de représentation qui est importante. Donc moi, le trou noir, je le vois plutôt comme le fait que le système est savamment construit pour nous faire passer du temps. La captologie, c'est limite une science, quoi, aujourd'hui. Certains diront... mais en même temps, il y a une volonté aussi de nous accaparer notre... c'est notre temps, c'est la monnaie qu'on leur donne, quelque part. L'argent, oui. Mais je trouve ça assez fou. Puis quand tu regardes aujourd'hui des documentaires... comme derrière un écran de fumée, là, on voit tous les ingénieurs de chez Meta, de chez Twitter, qui sont 15 ans plus tard, tous arrêté de travailler, puis sont en train de pleurer en disant « Voilà, si j'avais su c'est bien ce qu'on peut leur reprocher, quoi. C'est que avant de lancer à grande échelle, faites des tests. On avait le même problème avec Madame Curie, qui avait découvert le radium, qui a abouti à une amélioration de la connaissance du corps avec les radios, mais il y a eu la bombe atomique. C'est ce que disait Michel tout à l'heure, c'est-à-dire
on peut prendre un marteau et puis l'utiliser pour bâtir une maison, puis en même temps faire des crimes. Ouais. Mais moi, ce que je reproche, c'est que, le reproche que j'aurais dans les grandes lignes, c'est que le système est construit sur une volonté économique, alors que ça ne devrait pas. Mais bon, c'est notre monde occidental qui est comme ça. C'est ça le moteur de l'innovation, c'est-à-dire qu'on crée une innovation, mais qui n'est pas parfaite et qui doit constamment évoluer. Quoi. Elle est parfaite dans le sens où elle ramène de l'argent, c'est apparemment tout ce qu'on lui demande. Donc d'un côté, on nous vend des usages incroyables, mais d'un autre côté, c'est un siphon temporel. Vous citez donc 6 avantages des réseaux sociaux et médias sociaux, mais là, j'aimerais donner la parole d'abord à Michel. C'est quoi la différence entre les réseaux sociaux et les médias sociaux ? C'est une très bonne question. Parce que tu m'avais dit que c'était pas si parallèle, enfin, c'est pas pareil. Mais il y a plusieurs définitions, il y a plusieurs manières de le voir. Moi, historiquement, les médias sociaux, c'était le média sur lequel on discutait, et le réseau, c'est ce qui se formait une fois qu'on avait utilisé les médias sociaux. Donc, un réseau, c'était humain. Plus tard, ma définition a changé. Et le réseau, c'était l'outil qui nous permettait de faire le social, tandis que le média, c'était quelque chose qui permettait de diffuser sans nécessairement unir des gens. Mais moi, j'aimerais terminer ma discussion avec vous sur un aspect fondamental avec lequel je termine souvent mes cours à l'université. Prenez le temps pour vous connecter à la nature. Marchez nu-pieds sur le gazon. Mettez vos mains dans la terre. Sentez l'odeur de la forêt. Reconnectez-vous à la nature. Et c'est important parce que à être devant les écrans, que ce soit un petit, un moyen ou un grand écran, il y a des ondes électromagnétiques, il y a une lumière qui... Ça fatigue le corps. Oui, et l'esprit. Le cognitif et le corps. Et le corps. Et pour rester sain, c'est important de se reconnecter à la nature et se rendre compte qu'il n'y a pas rien que des machines et des connaissances et des bits qui circulent. Parce que notre corps est électromagnétique, la planète est électromagnétique. Et justement, je voyais une pub qui disait que traditionnellement, les Amérindiens se faisaient des souliers avec des peaux de daim et qu'ils avaient un contact direct avec l'électromagnétisme de la Terre. Et que quand on a commencé à faire des souliers avec du plastique, évidemment, le plastique coupe. C'était le lien avec la nature. Oui, c'est ça. Puis moi, j'ai tout le temps hâte à l'été, justement, pour pouvoir marcher nu-pieds dans le gazon et faire mon jardin, et me salir les mains dans la terre et toucher les plantes. Alors, on a parlé beaucoup de numérique, mais moi, je reviens... on est d'abord et avant tout des êtres de chair et d'os. Et on est sur une planète qui est vivante. On a besoin aussi de se reconnecter à ce vivant-là. Et c'est une des raisons pourquoi moi j'apprécie habiter en région, en forêt, parce que je me reconnecte et je trouve que c'est important. Une ressource. Oui, c'est important pour moi, mais je pense que ça devrait être important pour les autres aussi. De se reconnecter à la nature. Là. C'est quelque chose de vivant. Écoute, figure-toi que tu rejoins David aussi, parce qu'il y a un chapitre sur Safe Space, donc trouver des espaces, disons, tolérants et où on peut discuter, mais aussi prendre du recul. Alors, comment tu interprètes ça ? Est-ce que tu as moi, je suis tout à fait d'accord. Alors, moi, je ne mets pas trop les mains dans la terre, mais c'est ça, quoi. C'est si on passe beaucoup de temps là-dessus et que tout est fait pour nous faire passer du temps là-dessus, c'est du temps qu'on n'a plus pour autre chose. Pour aller boire un verre avec des gens, aller à un concert de musique. Sociale, quoi. Et vivre les événements. Enfin, je veux dire, par rapport à la nature. Ouais, il y a aussi ça, mais moi, par exemple, ce qui me choque, c'est vraiment de voir que dans des concerts, qui est quand même... Moi, je suis très fan de musique, mais aller dans un concert, c'est vivre l'événement, c'est le ressentir, on ressent les vibrations, on vit la chose. Et puis voir des gens avoir le cellulaire quasiment tout le concert et puis filmer, mais pas regarder la scène. Hein, ça, on fait tous à un moment sortir pour une chanson qu'on aime bien, mais se dire que les gens passent quasiment 1h30 à regarder leur écran alors que la chose se passe de l'autre côté de l'écran, ça me questionne en termes de faire société. Ils sont présents à l'événement, mais en même temps, ils passent par l'écran. Ouais. C'est là qu'on a c'est aussi quand il y a un accident et puis que les gens, au lieu d'appeler le 911... Et ils sont en train de filmer l'événement. C'est ça, on est dans une espèce de narration bien orchestrée, donc effectivement, prendre du recul sur l'appareil, c'est se garder du temps pour faire autre chose, donc effectivement, c'est des choses à faire. Ce que vous dites aussi, intéressant, garder aussi notre humanité.
Il y a une réflexion que vous avez là-dessus très importante, disons, en se laissant, et ça rejoint ce que dit Michel, en se laissant bouffer par la technologie, on oublie cette humanité. Enfin, on est dans l'utilisation, on n'est pas tant dans l'usage, quoi. J'ai l'impression que c'est souvent un peu désincarné, puis ce côté scroll infini, on voit plein de choses défiler, mais au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Je suis pas sûr qu'on retienne grand-chose d'intéressant, quoi. Ouais, en termes de mémoire, une mémoire immédiate. Alors, je vais juste finir par les différents avantages. Alors, connexion globale, détection de talents cachés, accès rapide à l'actualité, influenceur en herbe, apprentissage accéléré, réunion de famille digitale. Et puis, le côté négatif, on est addiction au scroll infini, fake news à gogo. Alors, j'aurais une question quand même là-dessus. Cyberharcèlement, vie privée, quelle vie privée ? Donc, comparaison toxique semble avoir une vie parfaite et bulle d'opinion coincée dans une bulle où tout le monde partage vos opinions. Alors là, j'ai une question parce que, étant plutôt spécialiste de la presse et de son évolution, j'ai trouvé ça toujours intéressant parce que vous dites que dans les médias sociaux, et tu peux bien sûr commenter, vous dites que c'est 6 fois plus associé aux mauvaises informations, disons que ça va plus vite, les rumeurs vont plus vite, donc toutes les fausses informations. Est-ce que c'est lié à une expérience personnelle ou est-ce qu'il y a des statistiques ou des analyses qui ont été faites ? Parce que moi, j'ai l'impression que au 19e siècle, au 18e siècle, la propagande du roi, parce qu'il y avait ce qu'on appelle le pouvoir royal, le pouvoir parlementaire, le pouvoir religieux, avait ce qu'on appelle l'imprimature. Et j'ai l'impression qu'ils autorisaient ou pas ce qu'on appelle l'autorisation préalable. Et après, on est passé à la Révolution américaine et française qui a permis de libérer la liberté d'expression. Mais j'ai l'impression qu'à chaque période et chaque support a ses façons de déformer l'information. Alors, je suis tout à fait d'accord. La différence que je verrais, c'est que jusqu'à présent, en tout cas dans la période que vous citez là, il fallait la chercher, l'information, quoi. Il fallait volontairement se diriger vers elle, la trouver. Il fallait aller vers il fallait faire le pas de s'intéresser à pour... Avec les moyens qu'on avait, parce qu'à l'époque... Là, aujourd'hui, on a beau ne pas la demander, on l'a quand même, quoi. Donc, c'est plus dans ça que je dis qu'on l'a subi, c'est que même si on regarde dans notre bulle de choix, on a nos vidéos dans nos domaines qu'on apprécie. On a toujours on a toujours une vidéo au milieu là pour réactiver l'attention. Ça fait partie aussi des fonctionnements là, qui a rien à voir et qu'on n'a pas forcément demandé ou voulu. Donc c'est en ça que je dis qu'on l'a subi plus. Et puis je trouve qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir donner son avis, son opinion, on parle même plus d'information, là, on parle presque plus d'opinion. Oui, c'est une discussion de comment si on était au café, quoi. C'est ça, mais c'est un café global, quoi. Voilà. C'est l'impression de prendre le café toute la journée. Les réseaux sociaux reproduisent un peu ces lieux de rencontre qu'il y avait avant, mais d'une autre façon. Il y a plein de... Tu avais peut-être un commentaire à faire justement sur... la question, c'est... La place de l'oralité, on est plus dans l'image, comme tu disais, l'oral. Oui, puis en même temps, qu'est-ce que la bonne information? Qui est l'arbitre de la bonne information? J'écoutais la télévision hier, et puis j'écoutais l'émission Tout le monde en parle, où Paul Saint-Pierre Plamondon disait que Radio-Canada était peut-être biaisé parce qu'ils avaient reçu 150 millions de dollars supplémentaires ou quelques milliards qu'ils avaient reçus, que peut-être qu'elle s'orientait. Non. Il y a peut-être une apparence. C'est sûr qu'il y a une apparence. Surtout qu'avec les déclarations de chrétiens il n'y a pas longtemps. Là, bref, tu parlais d'imprimature, où est-ce que c'était la religion ou c'était le roi. Aujourd'hui, le roi, c'est le gouvernement. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il permet, qu'est-ce qu'il ne permet pas? Les éditeurs, toi-même, tu es un éditeur. Quel livre tu acceptes d'éditer? Quel livre tu refuses? La télévision, qui passe à la télévision? Qui est-ce qu'on ridiculise à la télévision? Qui est-ce qui a raison? Tout à fait. On a vécu la COVID. En fait, connaître, c'est choisir. On choisit tout le temps. On a vécu la COVID. On s'entend que pendant la COVID, qui avait les vérités? Et cette vérité-là était vraie pour combien de semaines? J'ai même vécu, moi, à ce moment-là, je travaillais à la colle, donc à la frontière. La police m'a arrêté. Et si je n'avais pas eu de papier avec l'autorisation que je puisse circuler après 20 heures, quand même, on est au XXIe siècle, j'aurais pas pu... Elle m'aurait arrêté. J'aurais dû laisser ma voiture sur le côté. Pire que ça,
on valorisait la délation. Ah oui, oui. Oui, il ne fallait pas aller voir sa famille, il fallait pas... Incroyable. Soyez délateurs et soyez-en fiers. C'est quand même un revirement sans précédent. Alors, c'est sûr que c'est un sujet large, puis on ne finira pas là-dessus, parce que, qu'est-ce que la vérité? Grande question. Épisode 2. Et 3. On va se revoir au lancement, je vous dirai les dates pour réunir encore à vous deux. Voilà. Alors, je rappelle que c'était pour parler en même temps... d'avoir le témoignage de Michel Blanc, donc l'analyste canadienne, souverainiste, confession d'une experte, 20 ans de révolution numérique analysée en temps réel, de Facebook à TikTok, de Twitter à X, du web 1.0 à l'IA, aux éditions Liberté numérique. Et vous avez donc un autre petit livre très sympa, donc Citoyenneté numérique de David Cohen, le petit guide de survie. Là aussi, édition Liberté numérique. Alors, je rappelle quand même que le Parti conservateur, mais d'autres partis aussi le font, puisque Michel a participé longuement à plusieurs plans numériques. Oui. Je rappelle quand même qu'elle était candidate pour le Parti québécois, elle avait porté sur ses épaules le plan numérique. Malheureusement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est important de rappeler ça. Donc, elle a participé aussi... avec la préface, Québec numérique IA, bâtir le Québec avec le numérique et l'intelligence artificielle, moins d'emprise de l'État, renforcer l'initiative citoyenne et la société civile, parce que c'est bien beau d'avoir la technologie, mais il ne faut pas oublier, comme le dénonçait George Orwell, il faut rappeler que l'idée, c'est quand même de conserver la liberté individuelle et un état de droit. Voilà. Donc merci pour votre attention, j'espère que les échanges vous ont plu. Je pense que ça va vous parler parce que c'est quand même des choses que vous vivez soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que papa et maman, ce qui est mon cas. J'ai 3 enfants. Donc on est obligé de s'adapter aussi, nous, comme parents et comme citoyens. Voilà. Donc et il faut assumer l'évolution de la société vers une citoyenneté numérique, justement. Merci beaucoup pour votre attention.